J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. Un an après mon mandat, je ne dirais pas que tout a été fait, parce que mon mandat, c'est sur 7 ans. Et mon projet de société, il repose sur 7 ans. Donc j'y avance dans mon projet de société. Et ce que j'ai promis aux Gabonais, c'est sur 7 ans. Et je ferai ce que j'ai promis. Alors voilà, parce qu'il y a quand même la question, Oui. quand on parle aux Gabonais, Oui, ils veulent deux choses. Oui. Ils veulent l'eau oui, et ils veulent l'électricité. Vous leur aviez promis il y a un an, oui. quand vous les interrogez, ils disent non. On n'a Alors. pas d'eau, pas d'électricité, ou en tout cas pas assez. Pourquoi, Monsieur le Président? Non, j'ai ce problème à cœur. Et je n'oublie pas cette détresse des Gabonais. J'y pense tous les jours. Nous avons commencé à réaliser des centrales thermiques qui sont même déjà payées. Et nous attendons la livraison de tous ces chantiers. Aujourd'hui, nous avons investi plus de 800 milliards de francs CFA. Et je pense que d'ici le mois de juillet 2027, il y a quelques centrales qui vont être livrées. Et donc là, d'ici un an, plus d'un an, oui, il y aura Oui. de l'électricité Et il y pour les aura de Gabonais, l'électricité pour les Gabonais. régulièrement, vraiment. Vraiment, je vous le dis. Et on sortira de ces problèmes de délestage. Je veux en revenir plus sur la situation macroéconomique. Eh oui. Ça fait plusieurs mois qu'on parle d'un accord avec le Fonds monétaire international. Ah oui. 6 mois maintenant, on dit il est proche, il est proche. Est-ce qu'il va y avoir un accord avec le FMI et quand? Et je vous le dis en toute sincérité, il y aura un accord avec le FMI. Et nous sommes prêts à signer un programme avec le FMI. Nous avons échangé depuis fort longtemps. Oui. Pendant la transition, nous étions à 7 500 milliards de dettes. Et un peu avant la transition, on nous a présenté une dette à 8 milliards. Et après, un autre chiffre est apparu. J'ai dit au FMI, je veux une audite de ces chiffres. Je veux la réalité pour savoir ce que moi je signe. Mais ça On va- était prêt à signer au mois de juillet. Oui. Le FMI m'a dit, si on va sur l'audit, il faut décaler de quelques mois pour qu'on puisse signer. Et j'ai dit, accorde, je vous accorde ces quelques mois. Donc l'accord sera signé plutôt vers la fin de l'année. Oui, La Banque africaine de développement a affirmé il y a quelques jours que la croissance serait de 2,6%, alors que votre loi de finances table sur une croissance bien supérieure. Eh oui. Est-ce que vous ne craignez pas que vous n'aurez pas les moyens dont vous pensiez disposer et que la situation économique est en train de se détériorer? c'est vous qui le dites encore. Non, c'est pas la moi. BAT qui l'a dit, c'est pas moi. Bon, après, vous savez, je vais faire comme Omar Bongo Ndimba. Les chiffres ne nourrissent que ceux qui vivent avec les chiffres, et qui pensent que oui, les chiffres vont les nourrir. Moi, je vous rassure que mon économie se porte bien. Alors, parmi les éléments de votre stratégie économique, il y a ce qu'on pourrait appeler la souveraineté économique. On a vu des nationalisations, il y a une volonté aussi de ne pas juste être un pays qui exporte ses matières premières. Eh oui. Il y a la mine de fer de Belinga, il y a aussi la volonté d'interdire l'exportation de manganèse. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, étant donné que les prévisions de croissance ne sont pas, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une souveraineté économique et en même temps une croissance importante? Alors, je ne cesse de vous répondre que ne vous attardez pas sur les chiffres. La souveraineté économique pour nous, c'est un challenge. C'est un challenge. Et nous l'avons fait pour Assala. Quand j'ai pris la décision de racheter une partie de notre pétrole, personne n'y croyait. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a racheté Assala. Assala plus JOC, nous sommes producteurs numéro 1 de notre propre pétrole maintenant. Ce que nous n'avons pas avant, tel que vous l'avez dit, dans le secteur du manganèse. Au-delà de la souveraineté économique que nous prônons, il nous faut transformer notre propre manganèse pour créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Ils ont appris chez vous, on a tous fait des études en France, mais on ne peut pas aujourd'hui accepter que le manganèse continue à sortir à l'état brut parce qu'on perd de la valeur monétairement. Alors ça nous amène aux relations avec la France, parce que la société Eramet est celle qui exploite la mine de manganèse de Moanda. Est-ce qu'il va y avoir un accord, vous pensez, bientôt avec Eramet justement sur ce calendrier par rapport à 2029? Alors je pense que l'accord a déjà été trouvé. Et là, je remercie le président Emmanuel Macron, président de la République française, qui a essayé de trouver cet accord avec Eramet et qui aussi a une pensée un peu comme la mienne, c'est la fin des rentes, c'est la fin du monopole.
c'est la fin des exclusivités dans les contrats. Et je pense que cette vision commence à être comprise par la France. Il faut changer de paradigme. Nous ne chassons pas Eramet, nous ne chassons personne. Hein, mais nous voulons diversifier nos partenaires. Nous voulons travailler avec tout le monde. Et nous regardons les contrats. On ne peut plus avoir le monopole. Et aujourd'hui, en matière de transformation, nous avons trouvé un accord avec Eramet. Ils se sont mis d'accord pour la transformation. Ce que j'attends, c'est que les choses commencent. Ce qui a été dit devant le président Macron, les engagements que nous avons pris ensemble, à trois, avec Eramet, que Eramet les respecte et qu'il commence à transformer. Vous avez un doute? Je n'ai pas de doute. Je fais confiance, mais je ne changerai pas de deadline. On a dit 2029. Si rien n'est transformé en 2029, l'eau manganèse ne sortira pas. Donc, il est temps qu'ils commencent à mettre des usines de transformation. Alors, puisqu'on parle de la France, vous avez reçu le président Emmanuel Macron. Il se dit que vous allez aller en visite d'État en France dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce sera bien le cas? Oui, c'est le cas. Je suis attendu en France en visite d'État. Et s'il faut vous donner une date, c'est prévu dans la date du 20 juillet. 20 juillet. Le 20 juillet, je serai en France, je serai chez vous. Est-ce que vous considérez que la relation avec la France est devenue une relation totalement normale? Sur le plan militaire, la base française n'est presque plus là. Le camp de Gaulle existe encore. Peut-être qu'est-ce que vous allez le récupérer? Et est-ce que tout est normal avec Paris? Avec Paris, je veux dire, tout est normal. On a toujours eu des bonnes relations avec la France. Le climat, il est au beau fixe avec Paris. On n'a pas de problème. Hein? C'est la France elle-même qui a demandé de se retirer du camp de Gaulle. Nous ne les avons pas chassés comme ailleurs. Et nous avons accepté cette opportunité. Nous avons dit oui. Donc, ils ont libéré le camp de Gaulle, qui devient des centres de formation. Ils ont réduit les effectifs, je suis d'accord. C'est 100 hommes en matière d'instruction que nous avons tous accepté, que nous avons signé. Donc, le camp, il est déjà rétrocédé à la partie gabonaise. Maintenant, après, nous allons baptiser le camp qui va porter un nom gabonais. Le nom général de Gaulle ne va plus exister. Ça rappelle des souvenirs de la coloniale. J'ai une question qui m'est venue à l'esprit. On a vu les États-Unis, l'administration Trump demander à plusieurs pays africains d'accueillir des migrants qui sont considérés comme illégaux aux États-Unis. Certains l'ont fait, le Ghana, le Rwanda. Est-ce qu'on vous a demandé la même chose? Et si oui, quelle a été votre réponse? La même chose nous a été demandée. Et le président Trump, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup et qui m'a reçu aux États-Unis. Je l'appelle souvent mon ami à la cravate rouge, mais sur ce point, nous ne sommes pas tombés d'accord. Je ne les ai pas acceptés chez moi. Je le dis en toute honnêteté. Il n'y a pas d'immigrants, je n'ai jamais signé cet accord. Et le Gabon n'est pas prêt à signer cet accord, qui ne nous arrange pas. C'est très clair. Je veux en venir un petit peu à la situation plus politique ici au Gabon. Alain-Claude Billy-Binzé, ancien Premier ministre, est emprisonné depuis quelques semaines pour des accusations d'escroquerie, une affaire qui remonte à 2008. Lui, ses alliés affirment que ce n'est pas du tout une affaire d'escroquerie, mais une persécution politique et que vous en êtes l'instigateur. Ah bon? Et vous y croyez? Moi, je n'ai pas à juger, je vous pose la question. Ah bon, c'est dire qu'ils ne me connaissent pas. Et maintenant, pour vous répondre en toute franchise, la France est un État indépendant, souverain, respectueux des droits de l'homme, avec la séparation de pouvoir entre l'exécutif et la justice. Mais le Gabon aussi l'est. J'ai vu à la télé dernièrement un ancien chef d'État français être condamné. Est-ce que ça a été le problème de Macron? Dites-moi. Marine Le Pen, elle a été condamnée. Est-ce que ça a été le problème de Macron? Quand c'est chez vous, on dit que c'est la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Mais quand ça arrive en Afrique, vous êtes toujours en train de nous jeter la pierre. On ne reconnaît plus la séparation de pouvoir. Donc vous n'avez rien à voir avec ça? Je n'ai rien à voir. C'est une affaire privée, elle ne me concerne pas. Elle n'est pas embarrassante quand même, un ancien Premier ministre, par rapport à votre volonté de promouvoir la démocratie? Non, c'est une affaire privée. Moi, je compatis. Ça me touche beaucoup à ce qui lui arrive. Surtout que c'est au-delà des convictions politiques qui sont divergentes, mais il reste un ami. Et c'est mon ami, on n'a pas de problème. Et je ne suis pas mêlé là-dessus. Les réseaux sociaux sont suspendus depuis le mois de février. Beaucoup se demandent pourquoi. Est-ce que c'est pour
empêcher la liberté d'expression. Les jeunes, évidemment, utilisent beaucoup les réseaux sociaux et se disent « mais pourquoi cette mesure qui leur semble rétrograde ?» Expliquez-nous pourquoi et combien de temps ça va durer déjà? Alors, déjà, les réseaux sociaux ont été suspendus, pas par l'exécutif. C'est la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui est une entité autonome et indépendante, qui a pris cette décision de suspendre les réseaux sociaux. Mais vous êtes en désaccord avec cette décision? Nous sommes dans un État souverain, où il y a séparation de pouvoir. Ils ont pris la décision de les suspendre. Ils ne les ont pas coupés, ils ont suspendu pour un temps. D'après les raisons qui nous ont été évoquées, c'est les mêmes qu'on connaît aujourd'hui. C'est les injures, la calomnie et autres. Ils ont un espace où les responsables GAFAM ne sont pas représentés à Libreville, où c'est la calomnie à chaque instant, ainsi de suite. Je suis pour les libertés. Et ils ont pris cette décision. Maintenant, ils sont en train de mettre les lois en place. Après, ils vont les promulguer et on va ouvrir les réseaux sociaux. On va rouvrir les réseaux sociaux? Oui. Vous le promettez? Après que le Parlement ne se soit prononcé, nous allons ouvrir les réseaux sociaux. Il y aura des amendes qui vont être infligées à ceux qui ternissent l'image des autres et autres. Donc ce n'est pas une chasse aux sorcières? Non, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Vous pouvez me croire. La femme de l'ancien président Sylvia Bongo vous a accusé de torture. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Il y a eu des vidéos qui ont circulé où on vous voit quand ils sont partis dire non, non, ne dites rien et tout ça. Quelle est votre réponse à ces accusations? Moi, je laisse la justice faire son travail, comme je dis. De la même manière que la justice gabonaise est indépendante, celle en France est indépendante, qu'elle poursuit ses plaintes, mais avec la preuve. Une justice, c'est la preuve. J'ai vu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été monté comme vidéo, mais je n'ai pas vu aucune preuve de torture n'a été faite à leur rencontre. Ce sont des mensonges? Ce sont eux qui parlent. J'attends juste la preuve. Je n'ai vu aucune preuve. Je ne vais pas me mettre à sa place. Mais la seule chose que je peux vous dire, quelqu'un qui a fait un coup d'État sans effusion de sang, qui n'a tué personne, ne va pas se mettre à torturer les gens. Donc ça, il faut l'admettre. Je comprends aujourd'hui. Ils sont condamnés par la justice gabonaise. Et ça les angoisse. Ça les touche. Il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés. Donc on est prêt à tout dire, à tout raconter, à calomnier, à cracher même sur le pays qui vous a nourri. Et de dire, voilà, j'ai été torturé. Nous attendons la preuve, mais pas du chantage, comme ils veulent le faire. Ils vous font du chantage? Pas à moi, à la justice gabonaise. Et la justice a condamné avec des preuves. Des fortes sommes d'argent qui ont été retrouvées sur son compte, par le compte d'Ali Bongo Ondimba. Je me demande si la veuve Chirac ou Mitterrand a un tel montant sur ses comptes. Vous avez donné un passeport diplomatique à Ali Bongo récemment. Oui. Est-ce que ça veut dire que lui, vous êtes prêt à lui pardonner, éventuellement à ce qu'il revienne au pays? Et je n'ai pas de problème avec Ali Bongo Ondimba. Au-delà du passeport diplomatique, il a été invité pour participer pleinement à la cérémonie de la salle de congrès qui porte le nom de son père, et il n'a pas voulu venir. Ali Bongo Ondimba, pour moi, est considéré comme un ancien chef d'État. L'État gabonais n'a pas encore lancé des poursuites contre lui. Pas encore, donc, vous dites? Mais je ne sais pas s'il y en a, mais ce n'est pas moi la justice. Donc aucune plainte aujourd'hui n'est contre Ali Bongo Ondimba. Il est libre de se mouvoir, comme j'ai toujours dit, il peut revenir au Gabon. Et je n'ai pas indifférent avec Ali Bongo Ondimba, surtout qu'on sait que les 5 dernières années du Gabon, ce n'est pas lui qui l'a géré. Il était sous AVC. Donc il n'était pour rien, ce n'est pas lui qui prenait toutes ces décisions. On sait qui avait la machine et qui tenait les décisions. Sa femme et son fils. Vous avez répondu. Juste en conclusion, donc nous sommes ici à la Cité de la démocratie qui porte son nom, évidemment. Vous êtes élu pour un mandat de 7 ans. On sait que beaucoup de présidents, surtout dans la région, ont tendance à dire que les mandats, en fait, il n'y a pas de limite. Et que s'il y a des limites, on change la Constitution et tout ça. Est-ce que vous allez suivre le même chemin ou est-ce que vous allez tenir la limite des mandats présidentiels que prévoit la Constitution? Alors moi, en toute sincérité, je vous dis, je suis un démocrate.
Je suis respectueux des lois parce que je crains Dieu. Et cette constitution a été écrite sous mon ère, pendant la transition, avec l'ensemble des militaires. Nous avons mis dans cette constitution l'intangibilité, qu'il ne fallait pas toucher à cet article, même s'il venait à modifier la constitution. Et donc je veux respecter ce que dit ma constitution. Nous sommes même allés plus loin, au-delà des libertés, où le fils d'un président ne peut plus succéder directement à son père. Ça a été mis dans notre constitution. Si je peux résumer d'une formule, il y a eu une dynastie Bongo, il n'y aura pas de dynastie Oligui. Il n'y aura pas de dynastie Oligui. Vous pouvez en être sûr. Alors, tout comme moi, venez écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle était enrichissante, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker. Et je précise bien, je suis pour le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.